Donc, sans plus tarder, je pense qu'on va pouvoir commencer, puis les autres personnes vont pouvoir se rejoindre à nous ultérieurement. Donc, en fait, j'aimerais vous souhaiter le bonjour et puis bienvenue à ce webinaire aujourd'hui qui est d'anticiper les menaces à la cybersécurité pour les manufacturiers face aux défis actuels. Donc, la façon comment que ça va se dérouler, c'est qu'on va en fait dérouler la présentation, puis à la fin, il va y avoir une période de questions à laquelle que vous allez pouvoir poser vos questions. Je vous invite tout de même, lors de la présentation, de poser vos questions directement dans le chat pour éviter de les oublier. Comme ça, on va pouvoir y adresser à la fin sans problème. Donc, pour les présentateurs aujourd'hui, donc, nous avons mon collègue, en fait, Karim Ganami. Donc, Karim, est-ce que tu aimerais te présenter? Bonjour, merci à tout le monde. Mon nom est Karim, je suis le chef de la cybersécurité chez StreamScan. Donc, je m'occupe de tout ce qui est organisation, management de l'équipe de réponse aux incidents. Donc, globalement, il arrive que pour diverses raisons, les compagnies se fassent hacker. Donc, je vais être sur le terrain, aider les compagnies à gérer l'incident de bout en bout, puis à les aider à recouvrir les systèmes et à revenir en production de manière sécuritaire. Je suis aussi enseignant en cybersécurité à l'École polytechnique de Montréal. Et puis, je m'occupe de diverses choses telles que CMMC, la certification de cybersécurité pour la défense canadienne aussi. Merci beaucoup. Et puis moi, c'est Karine Frisson, donc je suis directrice de la stratégie de croissance et des ventes chez StreamScan. Donc, pour ce qui est en englobe le secteur manufacturier, précédemment aussi dans les entreprises de l'aérospatiale, la défense, infrastructure critique et notamment dans les certifications CMMC. Donc, en fait, le but aujourd'hui au niveau du webinaire, c'est d'analyser en fait la réalité du secteur manufacturier, également aussi les défis qui sont rattachés, donc qui sont spécifiques reliés à la cybersécurité, bien évidemment. C'est de comprendre également aussi les principales menaces que l'on fait face en 2025 pour pouvoir mieux les anticiper et les contrer. Également aussi, vous donner des outils, des stratégies à mettre en place pour renforcer votre cybersécurité, vos opérations en tant que telles, également aussi avoir une meilleure gestion au niveau de votre chaîne d'approvisionnement et puis d'adopter en fait une approche qui est proactive et holistique de la cybersécurité. Donc, sans plus tarder, en fait, je vais juste débuter pour ceux et celles en fait qui ne nous connaissent pas. Donc, StreamScan, on est une entreprise de cybersécurité opérationnelle. Donc, on est en affaires depuis 2011, une entreprise qui est 100% canadienne. Donc, en fait, notre première expérience sur le terrain est issue de la réponse aux incidents. Donc, c'est suite en répondant à des cyberincidents, en fait, qu'on s'est rendu compte que les entreprises dotaient de technologies, de processus, mais continuaient quand même à se faire hacker. Donc, c'est de là, en fait, qu'on a commencé à créer nos propres technologies en 2014 pour en avoir la première version en 2017. Et depuis 7 ans, en fait, on crée des services également, on surveille les réseaux de nos clients, tout en ayant une approche opérationnelle qui répond au type de cybermenaces qu'on fait face lors de la réponse aux incidents. Donc, à comprendre que StreamScan, on est une entreprise qui peut répondre autant au premier pilier de la cybersécurité, qui est la mise en place stratégique, également aussi la mise en place de certification, des cas de conformité. On a également aussi le mode opérationnel qui est la surveillance active à partir de diverses technologies et de processus mis en place pour s'assurer que nos clients ne soient pas hackés. Et puis également aussi, comme toujours depuis 2011, on continue également à faire de la réponse aux incidents dans les cas les plus complexes. Donc, on peut prendre en charge tout ce qui est au niveau de la prise en charge de l'incident jusqu'à la négociation de rançon. Donc, en fait, le contexte actuel dans lequel on fait face, pourquoi on est assis ici aujourd'hui, et puis notamment, on veut sensibiliser les manufacturiers à comprendre qu'ils sont une cible de choix, c'est que selon le rapport d'IBM, Exposure Threat Intelligence, le IDEX 2025, en fait, le secteur manufacturier fait face encore, demeure parmi les plus ciblés des attaques, dont pour la 4e année consécutive. Donc, en fait, si on fait un petit retour derrière, donc on a la pandémie qui est arrivée, ce qui a en fait propulsé les cyberattaques, surtout dans le secteur manufacturier. Donc, le tout, ça représente un approximatif de 26 de tous les incidents si on regarde les 10 principales industries, dont la manufacturière reste quand même la première. Et puis, il faut prendre en considération également que l'Amérique du Nord est la 2e région qui est la plus touchée. Donc, pour comprendre que les attaquants, en fait, exploitent quand même plusieurs méthodes pour pénétrer les systèmes de fabrication. Donc, on parle aussi notamment d'extorsion, de vol de données, étant les formes d'attaque quand même qui sont de plus en plus courantes. Ce n'est pas celles qui sont les plus utilisées, mais on voit le pourcentage augmenter d'année en année. Donc, en fait, ces attaques visent principalement à atteindre les actifs financiers, la propriété intellectuelle des entreprises, avec un impact qui est quand même assez significatif sur la sécurité des données qui dit être sensible. Donc, on voit également aussi que les rançons logiciels, ils continuent quand même d'être une menace majeure dans le secteur, avec une incidence plus élevée dans l'industrie manufacturière grâce au levier que ça leur donne.
au niveau. Donc, vous traitez des données sensibles. Ils savent que vous avez des technologies qui se disent être obsolètes. Donc, l'exploitation, en fait, des technologies obsolètes est fréquemment exploitée par les cybercriminels, ce qui, en fait, en sorte qu'ils réussissent à infiltrer les réseaux des entreprises en profitant des vulnérabilités qui sont corrigées dans des systèmes dépassés. Puis une fois en fait qu'ils sont à l'intérieur des réseaux, bien, l'objectif est souvent de prendre le contrôle en fait des serveurs ou d'exfiltrer des données qui se disent d'être précieuses parce qu'ils savent que c'est qu'est-ce que vous avez fait de plus précieux au sein de l'entreprise. Donc, en fait, les méthodes qui sont quand même utilisées par les attaquants ont quand même tout de même évolué pour devenir plus furtifs. Donc, par exemple, on parle de la réduction aussi de la visibilité des malwares. Donc, ça permet en fait aux cybercriminels de rester plus longtemps dans vos systèmes avant d'être détectés. Donc, ce qui leur permet en fait de plus apprendre sur vous, de vos procédures, de la façon que vous fonctionnez. Donc, lorsqu'ils veulent émettre une attaque, c'est plus facile pour eux de mettre en place leur mode opératoire. Également, aussi, on a parallèlement les attaques de phishing, qui reste quand même le facteur humain le plus important, mais qui maintenant aussi est alimenté par les hacks. Donc, on voit aussi également que le vol d'identifiant est quand même en hausse, donc ce qui reflète une sophistication croissante des attaques. Mais quand même, les mêmes types d'attaques peuvent rester les mêmes au fil des dernières années. Donc, ce qui apporte quand même au niveau des défis. Donc, on voit plusieurs types de défis, en fait, que ce soit au niveau structurel, technologique, qui font en sorte que ça freine aussi notamment la transformation numérique et accentue sa vulnérabilité. Donc, on parle du point numéro 1 ici, que la cybersécurité, comme on l'a vu sur une donnée, puis il y en a d'autres aussi également qu'on peut vous mentionner, bien, la cybersécurité reste une menace qui est persistante et croissante. Donc, l'industrie la plus ciblée au monde, le secteur manufacturier, concentre près de 26 des cyberincidents, dont la majorité implique des rançongiciels. Donc, les attaques en tirent parti des systèmes OT qui se disent être obsolètes, qui sont rarement surveillés et d'une faible maturité en matière de cybersécurité. Donc, les entreprises hésitent à interrompre aussi la production pour sécuriser leurs environnements parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'expertise ou une certaine approche avec laquelle ils peuvent mettre en place certaines structures de cybersécurité pour s'assurer qu'il n'y a pas nécessairement d'interruption de production, ce qui peut quand même aggraver leurs expositions parce qu'ils restent dans la même position par peur d'interrompre la production. Donc, le point numéro 2, c'est au niveau des technologies critiques. Donc, on parle d'infrastructures vieillissantes et des systèmes aussi qui se disent être obsolètes. Donc, en fait, le nombre d'usines qui s'appuient encore sur des technologies critiques anciennes, puis qui sont peut-être en changer aussi également. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent la raison pour laquelle. Donc, on est dans une mentalité que tant que ça fonctionne, on ne veut pas nécessairement y toucher. Puis, c'est des systèmes, en fait, qui peuvent encore fonctionner pour plusieurs années. Cependant, ça fait en sorte qu'il y a quand même des risques opérationnels ou en matière de cybersécurité parce qu'on ne peut pas installer nécessairement des technologies sur ces vieux systèmes d'exploitation. Donc, ça fait en sorte que cette dépendance peut quand même ralentir l'intégration de solutions modernes tout en créant des failles activement ciblées par les criminels. Mais ceci étant dit que c'est pas vrai qu'il n'y a pas de stratégie ou de processus qu'on peut mettre en place pour les protéger. Donc, on fait face également aussi à des chaînes d'approvisionnement numériques qui sont exposées. Donc, on parle beaucoup dans le secteur manufacturier de digitalisation accrue, notamment pour dépendre des fournisseurs tiers en début de gain de productivité. Donc, souvent aussi, on peut faire face à des fournisseurs qui, eux, sont moins protégés. Donc, ça fait en sorte que la surface d'attaque est beaucoup plus grande. Donc, une cyberattaque, on le sait, donc probablement certains d'entre vous ont déjà entendu des histoires en tant que telles que parfois l'effet domino est quand même existant. Donc, une cyberattaque sur un seul maillon peut perturber en fait l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et ça engendre des pertes financières importantes, des arrêts de production, ce qui peut ralentir également aussi vos propres opérations si vous dépendez d'un fournisseur, tout dépendant où est-ce que vous vous situez au sein de la chaîne. Donc, on parle également aussi qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et il faut aussi également aussi de certaines compétences. Donc, on parle aussi que beaucoup, les compétences sont nécessaires au niveau manufacturier, engendrent beaucoup de connaissances au niveau numérique, notamment grâce au virage numérique qui est quand même en exposition. Et puis, on demande aussi des profils qui sont plus basés en utilisation AI, qui sont des profils qui sont vraiment en forte pénurie. Mais ça vient également aussi avec la résistance culturelle au changement. Donc, en fait, les projets de transformation numérique qui rencontrent fréquemment des freins humains. Donc, on parle beaucoup de la peur de l'inconnu, la résistance aux nouvelles technologies également, le manque de sensibilisation aussi également, selon qui est propre au type de personnes, selon leur niveau de maturité de compréhension. Donc, ça apporte une certaine inertie interne qui peut compromettre le succès des initiatives, même ceux qui se disent d'être les plus conçus.
On a également aussi la transformation numérique rapide et complexité accrue. Donc, on parle également aussi d'une interconnectivité. On veut beaucoup automatiser certains processus. Donc, ça apporte une certaine explosion des données issues de capteurs, issues de machines, de systèmes connectés qui créent de nouveaux défis en matière d'analyse, notamment aussi d'intégration et de gouvernance. Donc, ça fait en sorte qu'une mauvaise gestion des données, bien, ça peut freiner en fait la prise de décision, la performance opérationnelle. Et puis souvent, on a tendance aussi à penser que l'approche d'avoir de nouveaux systèmes, de nouvelles technologies, on veut les séparer avec la cybersécurité, mais en fait, ils doivent venir de pair parce qu'au bout du compte, si on a des nouveaux systèmes et puis on ne met pas des bons processus en place pour les protéger, malheureusement, ça peut entraîner en fait une performance opérationnelle, une perte de performance opérationnelle. Donc, également aussi au niveau de la réalité de qu'est-ce qu'on voit sur le terrain. Donc, on a une réalité quand même qui est marquée depuis certaines années. Donc, on sait que dans le secteur manufacturier, la réalité du terrain en matière de cybersécurité relève une division marquée entre les technologies de l'information et les technologies opérationnelles. Donc, chacune sont confrontées à des défis qui sont spécifiques, mais cependant, ils restent quand même interdépendants de l'une et l'autre. Donc, on parle des IT, que c'est des infrastructures souvent qu'on se dit d'être à moitié sécurisées. Donc, les infrastructures IT sont de nombreuses entreprises manufacturières qui sont souvent considérées comme à moitié sécurisées, pardonnez-moi, parce qu'il peut y avoir des mesures de base, telles que des antivirus, des pare-feux, des EDR également aussi qui sont mis en place, mais il manque souvent aussi une expertise en tant que telle pour s'assurer d'avoir la gestion, puis également la surveillance. Accrue pour s'assurer que les technologies sont bien en place, il y a la bonne configuration et puis on est capable d'être en mode prévention. Donc, l'absence de surveillance proactive, ça roule la voie des risques qui sont accrus, notamment en raison de faits qui sont classiques, tels que l'utilisation de certains systèmes d'exploitation, qu'on ne fait pas nécessairement, on n'a pas une bonne gestion, en fait, des vulnérabilités également à mettre en place, ou l'absence de journalisation des activités, qui empêche une réponse rapide en cas d'incident. On a de l'autre côté, en fait, les technologies opérationnelles. Donc, on parle souvent de l'absence de mise à jour de surveillance sur les équipements critiques. Donc, eux, ont leur propre lot également aussi de problématiques liées à la cybersécurité, qui est quand même assez différent des IT. Donc, quand on parle de OT, c'est parce qu'on gère des systèmes de production, des équipements qui sont les plus critiques de l'entreprise, souvent. Donc, c'est souvent dans une situation qui est encore plus préoccupante. Mais cependant, les équipements ne bénéficient pas nécessairement de mises à jour qui sont nécessaires et sont rarement aussi en surveillance continue, dû qu'on traite différents types d'exploitation au sein de la même usine. Également aussi, il n'y a pas de technologies sur le marché qui peuvent répondre à tout l'ensemble de ces systèmes qu'on dit désuets sur le marché. Donc, ça apporte d'avoir une approche en fait prédominante au sein des équipes OT qui reste trop souvent. Tant que ça fonctionne, on ne touche pas parce qu'on veut éviter de faire des tests pour s'assurer en fait qu'il y a toujours une production qui est active, ce qui rend en sorte les systèmes vulnérables aux attaques de plus en plus sophistiquées. Donc, on voit clairement, en fait, dans le marché, comme quoi il y a une séparation claire entre les IT et OT. Donc, c'est une difficulté qu'on perçoit qui est majeure, on se dit qui réside dans la séparation historique, parce que c'est depuis comme ça des années, puis on voit encore très souvent au sein des entreprises. Donc, traditionnellement, en fait, les deux domaines ont été gérés de manière isolée. Avec une segmentation stricte des IT-OT, parce qu'ils ont des besoins différents, ils ont des vulnérabilités aussi différentes, puis aussi également, mais que l'approche a été adoptée pour des raisons de sécurité aussi également dans le passé, bien, ça conduit aujourd'hui à travailler totalement en silo, plutôt qu'en équipe qui est unifiée. Donc, la fragmentation en tant que telle des responsabilités crée des défis importants, notamment en matière de communication, de partage d'informations critiques et de gestion des incidents lorsqu'il y a lieu. Donc, on a également aussi au niveau des impacts sur la situation en tant que telle. Donc, qu'est-ce que ça apporte en fait, le fait de séparer les IT et les OT? Donc, premièrement, on voit certaines conséquences et défis de travailler en silo. Premièrement, on a une perte d'agilité dans la prise de décision. Donc, toute question au niveau de la séparation des IT-OT, ça ralentit la capacité à pouvoir réagir rapidement aux menaces. Lorsqu'une menace, par exemple, est détectée, la collaboration est inefficace entre les équipes, ce qui entraîne des retards dans la mise en place de solutions ou d'actions correctives. Parce que les deux équipes ne travaillent pas de concert et n'ont pas nécessairement aussi des politiques qui s'adressent aux deux, mais que tout le monde est en même compréhension pour travailler en équipe. Donc, ça apporte aussi également de facto une augmentation des coûts qui est liée à la gestion des risques. Donc, la gestion des risques devient de plus en plus complexe et coûteuse lorsqu'il faut coordonner en fait plusieurs équipes qui fonctionnent en silo.
Donc, les investissements également dans la cybersécurité, ça peut devenir redondant cet effet et moins efficace s'il entraîne une mauvaise allocation en fait des ressources. Donc, on a également aussi nettement un impact qui va être sur la productivité et l'efficacité opérationnelle. Donc, le fait qu'on répartit les responsabilités entre les IT et OT, ça crée des obstacles de communication. Ça peut engendrer des retards dans les opérations, des erreurs humaines, exemple, dues à des informations qui sont incomplètes, le manque de politique en place aussi, et des dysfonctionnements dans les systèmes qui sont critiques. Un point qui est quand même assez très important ici pour surtout la cybersécurité, ça fait partie en fait d'une compréhension, ça part de la haute direction. Donc, on parle d'une diminution de la visibilité globale des risques. Donc, si chaque équipe en fait peut se concentrer uniquement sur ses propres systèmes, ça néglige l'interconnexion entre les environnements, ça fait en sorte que ça réduit en fait la capacité à avoir une vision d'ensemble des vulnérabilités, des menaces. Donc, qu'au bout du compte, ça augmente le risque d'attaque réussie. Donc, on parle notamment de la dégradation de la confiance des parties prenantes. Donc, ça, on le voit de plus en plus. Donc, au sein des demandes des certifications aux obligations face aux partenaires fournisseurs qui vous demandent, avant d'interconnecter le tout et de partager des informations sensibles, c'est qu'est-ce que vous faites en matière de cybersécurité. Donc, on voit en fait certains clients partenaires, d'autres parties prenantes perçoivent une entreprise fragmentée comme étant moins sécurisée et moins capable de répondre aux risques. Donc, ça peut quand même affecter en fait la réputation de l'entreprise et entraîner une perte de confiance dans la gestion de la cybersécurité. Donc, on voit notamment aussi que ça apporte automatiquement souvent des difficultés à répondre à certaines exigences réglementaires. Donc, on sait que dans la cybersécurité, en fait, il y a de plus en plus des régularisations qui sont demandées. Donc, on voit en général au sein de l'entreprise, on voit également aussi par secteur d'activité et notamment maintenant, certains clients imposent aussi également leur cadre de conformité qu'ils veulent que vous respectez. Donc, de plus en plus de régulation aussi, on voit sur le marché commence à avoir une approche qui est beaucoup plus unifiée de la cybersécurité. Si on parle par exemple de la IEC 62443, qu'on va avoir la chance d'en parler un peu plus tard. Donc, le fait de travailler en silo, ça peut compliquer en fait le respect des exigences en tant que telles. Donc, ça peut entraîner des amendes, des sanctions, la perte de certification importante pour l'entreprise ou la perte de certains contrats quand on parle de certains secteurs d'activité plus précis. Donc, on a également aussi des impacts sur l'innovation et la transformation numérique. Donc, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, en fait, souvent, on a tendance à gérer la transformation numérique et par la suite regarder tout ce qui est au niveau de la cybersécurité. Mais en fait, il faut comprendre qu'il faut travailler de concert. Parce que les silos, ça ralentit l'innovation, mais en particulier dans un environnement où est-ce que l'intégration des IT-OT est essentielle pour l'automatisation, l'ajustation des processus. Donc, il faut regarder en fait la cybersécurité en même temps pour s'assurer qu'il n'y a pas d'angle mort, il n'y a pas d'oubli, pour que la transformation numérique devienne pas difficile à réaliser lorsque les équipes en fait ne travaillent pas de manière collaborative et puissent avoir une façon de progresser plus rapidement en s'assurant que toutes les portes sont bien fermées, si je peux dire ça ainsi. Donc, on a une conclusion à apporter sur la réalité du terrain en tant que tel. Donc, auparavant, on voyait le modèle, en fait, qui pouvait relativement bien fonctionner pour diverses raisons, mais maintenant, avec l'arrivée, en fait, de l'interconnectivité, également aussi avec le travail à la maison et puis d'autres facteurs qui font en sorte. Donc, on pense que la conclusion serait que les technologies de l'information, les technologies opérationnelles aient des objectifs, des stratégies qui sont distincts parce que les deux ont des obligations à respecter et ont des priorités aussi quand même assez différentes. Cependant, il est quand même impératif de les aborder de manière unifiée pour garantir une cybersécurité qui est plus robuste puis qui répond nettement à qu'est-ce que les vulnérabilités qu'on fait face dans le secteur manufacturier. Donc, travailler en silo pour le IT, ça fait qu'aggraver les risques, ralentir les prises de décision aussi, notamment au niveau de la haute direction, accroître les coûts de gestion et des risques. Puis, au contraire, aussi également, une collaboration renforcée entre ces deux domaines permet non seulement de mieux répondre aux menaces en temps réel, mais aussi d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Puis ça réduit les coûts au bout du compte, puis ça garantit aussi une visibilité globale sur les vulnérabilités, puis une bonne compréhension également d'où est-ce que vous en êtes en matière de maturité en matière de cybersécurité. Donc, sans plus tarder, en fait, on va rentrer dans le sujet, en fait, que quand la menace devient réalité. Donc, on va vous donner, en fait, des cas concrets sur lesquels on voit sur le terrain. Donc, comme on l'a expliqué un peu plus tôt, en fait, on fait beaucoup de réponses aux incidents, puis on fait aussi la surveillance réseau de nos clients. Donc, on va vous donner deux cas que Karim va pouvoir partager ici. Donc, le premier, Karim, tu pourras en parler. Donc, ça, c'est le portrait typique de qu'est-ce qu'on voit, en fait, des entreprises manufacturières sur le terrain, puis lorsqu'on intervient dans une réponse aux incidents.
Ok, merci, Karine. En fait, là, on parle d'un cas qui est un cas typique. C'est une réalité qu'on constate énormément sur le terrain. Globalement, dans les compagnies manufacturières, le gros défi qu'on voit, c'est au niveau de l'organisation de la sécurité. Hein. En général, il n'y a pas de cadre de gouvernance formel. Vous n'avez aucune stratégie claire en matière de cybersécurité qui fait en sorte que la compagnie ça met en place les éléments de sécurité graduellement au fur et à mesure en fonction de certains risques de sécurité qui peuvent les cibler. Donc, on va avoir une infrastructure qui a des outils de sécurité. Dans certains cas, on va avoir des systèmes d'exploitation qui sont très récents, mais aussi des systèmes d'exploitation qui sont désuets, notamment au niveau de technologies d'opération. Donc, dans ce cas typique qu'on voit à l'écran, par exemple, c'est une compagnie telle qu'on pourrait la rencontrer sur le marché, une compagnie manufacturière, puis qui a, par exemple, ces TI qui sont gérés à l'extérieur. Donc, le gros défi dans ce genre de situation, c'est qu'en interne, on achète des outils de sécurité, on les met en place, on pense souvent qu'avoir un antivirus et un firewall, c'est largement suffisant pour sécuriser son réseau, alors que les cyberattaques deviennent de plus en plus sophistiquées. Puis au final, les pirates vont passer par des endroits où vous attendez pas du tout. Donc, dans ce genre de contexte, dans la plupart des manufacturiers, la cybersécurité n'est pas gérée de manière proactive. Puis, par exemple, dans ces scénarios-là, on a eu une compagnie manufacturière, je ne donnerai pas le nom, mais dans la région de Montréal qui se fait avoir par un ransomware. Puis, nous, on a appelé à les aider à gérer le cas. Donc, quand on arrive sur le terrain d'opération, l'une des premières étapes, c'est de réaliser ce qu'on appelle le confinement de l'incident. Donc, l'idée du confinement, c'est de mettre en place les moyens pour éviter que l'attaque se propage. Donc, on veut littéralement arrêter l'hémorragie. Donc, on réalise cette partie, on coupe tout ce qui est à couper, on s'assure que l'incident est contenu et ensuite, on essaie de comprendre pourquoi les pirates sont rentrés dans le réseau. Donc, quand on fait les investigations, on se rend compte que la compagnie a un serveur d'accès VPN qui est exposé sur Internet. Et malheureusement, il n'y a pas d'authentification multifacteur qui fait en sorte que lorsque les utilisateurs essaient de se connecter, à un moment donné, vous recevez un token ou un numéro, un nombre sur votre téléphone intelligent, puis vous êtes obligé de rentrer ce nombre-là pour pouvoir vous connecter. Mais il n'y avait pas de MFA qui est en place, donc le pirate prend tout le temps. L'attaque a duré plus de deux mois. Il essaie plusieurs fois. Les outils de sécurité en interne génèrent des alertes, mais puisque la compagnie n'a pas forcément de l'expertise en matière de gestion de la sécurité, eh bien, il n'y a rien qui est fait. Puis, malheureusement, à un moment donné, l'attaque aboutit, le pirate rentre dans le réseau, il fouine, il trouve des systèmes qui sont importants et il les chiffre. Donc, dans ce contexte-là, comme on le voit dans plusieurs cas, le pirate, quand il rentre dans le réseau, il va trouver les serveurs, il va les identifier, il va aussi chercher à trouver le serveur de sauvegarde parce que c'est très important pour lui de faire le maximum de dégâts pour que vous n'ayez pas le choix et que la compagnie soit obligée de négocier. Donc, il supprime les données de sauvegarde de l'organisation. Donc, dans un scénario pareil, l'une des choses qu'on va faire dans ce genre de scénario, surtout quand la compagnie n'a plus de sauvegarde qui peut être restaurée, c'est de prendre contact avec le pirate dans le cas où la compagnie estime que c'est la bonne chose à faire. Même si, en général, on recommande aux compagnies de ne jamais négocier, il peut arriver que dans des cas extrêmes, la seule alternative que la compagnie a, c'est de rentrer, ne serait-ce qu'en communication avec le pirate, tout simplement parce qu'elle n'a pas de sauvegarde qui peuvent être restaurées ou qu'elle a des sauvegardes, mais qui peuvent être restaurées de manière partielle. Donc, on prend contact avec le pirate pour connaître ses intentions. Il parle de 500 000 $. Évidemment, c'est hors question pour la compagnie à ces chiffres. Et puis là, on parle de 500 000 $ US. Donc, la compagnie décide de ne pas négocier, puis de reconstruire ses systèmes à bras, de partir avec les données, d'essayer de les restaurer. Puis finalement, on se retrouve avec deux semaines minimum d'arrêt de ligne de production. Et à ce moment, lors de cette cyberattaque, on a le système de gestion, le CRM qui se fait encrypter aussi par les pirates. Puis la compagnie n'a pas le choix que de commencer à prendre les commandes sur des papiers. Littéralement, on est revenu littéralement au crayon et au papier pour prendre les commandes et d'essayer de trouver est-ce qu'on peut avoir des listes parcelles des clients pour faire de la livraison. Donc, ces genres de situations-là, c'est des situations qu'on observe sur le terrain tout simplement parce que la cybersécurité n'est pas forcément quelque chose qui est pris en compte dans les opérations au quotidien. On a l'impression qu'on est en dessous des radars parce qu'on est gentil, on n'a vu à personne, on n'a pas d'ennemis, donc on ne va jamais se faire pirater et on ne se prépare pas à être prêt à gérer les cas extrêmes qui peuvent arriver dans les organisations. Donc, heureusement, dans ce cas-là, c'est un cas qui s'est bien terminé à la fin, mais quand même, on a eu 2 semaines de paralysie. Donc, pendant 2 semaines, il n'y a pas de production, il n'y a plus rien qui peut se faire et puis au final, il y a des pertes de contrats et puis il y a des pertes financières aussi qui sont très, très importantes. Donc, avoir du recul nécessaire pour considérer la cybersécurité aujourd'hui comme étant un risque, puis de se poser les bonnes questions, puis de mettre en place les moyens nécessaires pour renforcer sa sécurité et se mettre à l'abri de ce genre de situations, c'est quelque chose que personnellement, je recommande fortement parce que je suis constamment sur le terrain pour aider les compagnies à gérer les cas de ransomware, par exemple. Et puis, souvent il suffit juste d'appliquer des règles de sécurité qui sont minimales,
qui sont des quick wins qui vont vous permettre de renforcer votre sécurité et d'éviter de vous trouver dans des situations de ce genre-là qui sont quand même des cas qui ont des impacts qui sont très, très importants. Merci, Karim. Et puis, en fait, le deuxième cas, c'est un cas dans lequel nous sommes intervenus. Donc, c'est une attaque qui a été évitée de justesse, mais c'est des scénarios qui sont possibles pour tout type d'entreprise. Donc, Karim, je vais te laisser, en fait, expliquer le cas. Absolument. En fait, ce scénario, c'est un cas qui pourrait arriver à toutes les organisations. Globalement, une compagnie manufacturière ouvre un poste, puis reçoit des CV. Puis, quelque part, il y a un petit malin qui s'amuse à envoyer un CV qui est piégé, qui contient un outil malicieux. Donc, le CV est envoyé aux ressources humaines. Quelqu'un des ressources humaines prend le CV, il essaie de l'ouvrir. C'est un document qui est a priori un PDF. Hein. Il essaie de l'ouvrir et chaque fois qu'il essaie de l'ouvrir, l'antivirus, le EDR qui est sur la machine, bloque l'ouverture du fichier en question. Donc, la personne des ressources humaines commence à s'impatienter. Puis, il alerte l'équipe de sécurité pour qu'on regarde qu'est-ce qui se passe parce que c'est censé être un CV d'un candidat. Donc, c'est correct, là, ça ne devrait pas poser de problème parce que la personne des ressources humaines voit que c'est un CV de type PDF. Donc, à partir du moment où le EDR bloque le fichier à l'ouverture à chaque fois, ben, nous, on est sollicité pour regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, le premier réflexe de cette compagnie-là, c'est OK, checkez, dites-nous si c'est correct ou pas. Donc, nous, en tant qu'équipe de sécurité, on essaie de voir c'est quoi les différents scénarios ou les alternatives qui sont possibles. Premier scénario d'une compagnie qui n'a pas d'expertise en cybersécurité, le premier réflexe, ça va être de prendre le fichier en question, puis de le soumettre à des outils d'analyse en ligne qu'on appelle les sandbox. On a Virus Total, mais vous en avez plusieurs sur le marché. On le soumet. Puis dans ce scénario-là, on voit qu'il n'y a aucun antivirus qui le détecte comme étant malicieux. Pour une compagnie qui n'a pas l'expertise en cybersécurité, ben à partir du moment où les sandbox tels que Virus Total ne le détectent pas comme étant malicieux, le réflexe, ça va être de dire ben, on arrête l'antivirus ou on va ouvrir le fichier sur un autre ordinateur du réseau sur lequel il n'y a peut-être pas d'antivirus parce qu'on a besoin du CV en question. Mais nous, avec notre expérience en matière d'incident response, quand on voit un cas comme ça, on trouve ça très, très douteux. Déjà, on voit le fichier qui est un PDF. Puis à côté, on voit un shortcut là-dessus, on regarde et puis on a l'impression, on a le feeling derrière que le fichier n'est pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le fichier. Parce que le fait que le EDR le bloque à l'exécution, pour nous, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Donc, nous, on envoie le fichier à quelqu'un de notre équipe, donc notre équipe de rétro-ingénierie de code malicieux, qui va faire une analyse approfondie sur le fichier en question pour déterminer est-ce qu'effectivement le fichier est clean ou est-ce que le fichier a un problème. Et puis là, quand on analyse le fichier, on tombe sur un cas qui est assez pernicieux quand même. Hein. Quand on va dans les propriétés du fichier, on voit dans la partie target, là, de n'importe, on a le fichier pour ceux qui veulent, on peut vous partager une copie pour que vous le voyez. Globalement, vous avez dans tous les fichiers, vous avez un champ target dans lequel on peut injecter des commandes. Puis, le but de ce champ target-là, c'est que lorsqu'on essaie d'ouvrir le fichier, ben, à l'ouverture, c'est la commande qui est dans le target qui va s'exécuter. Donc, vous voyez, par exemple, en bas en rouge, un code informatique qui est embarqué dans le champ target du fichier en question, qui fait en sorte que lorsque l'utilisateur essaie d'ouvrir le fichier, ben, il y a une commande DOS qui s'exécute, il y a une connexion qui se met à distance sur une machine qui est à l'extérieur, et il y a un programme informatique qui va se télécharger sur votre ordinateur et surtout qui va s'installer en mode silencieux. Donc, globalement, pendant que la personne des ressources humaines essaie d'ouvrir le fichier en question, ben, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, mais au fond, il y a un code malicieux qui s'installe en douce, en mode silencieux. Puis, à la fin de l'installation, ben, le pirate va avoir accès à distance à votre ordinateur. Donc, c'est un scénario de ce genre-là et tout qu'on a détecté dans ce genre de cas. Donc, le fait d'avoir poussé des analyses approfondies a permis de confirmer que ben, il y aurait eu probablement un problème dans l'organisation si on n'avait pas mis en place une mesure qui permettait de pousser les investigations. Donc, dans un contexte, ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est bien de mettre en place des outils de sécurité dans l'organisation, mais dans certains cas, il n'est pas arrivé que si on n'a pas l'expertise en interne ou si on ne fait pas attention, on peut tomber sur un cas comme ça et puis on a l'impression que ben, ce n'est pas dramatique, il n'y a aucun antivirus. Parce que lorsqu'on va sur Virus Total, par exemple, on a plus d'une soixantaine d'antivirus qui sont listés. Et puis on pourrait se dire, ben, si 60 antivirus, il n'y a personne qui le détecte, ben, pourquoi direz-vous que le fichier est malicieux? Mais avec l'instinct des gens, d'une équipe de cybersécurité qui a l'habitude de gérer ce genre de cas, on va pousser les investigations pour déterminer ce genre de cas qui auraient pu impacter fortement l'organisation s'il n'y avait aucune mesure qui avait été prise.
Exact. Donc, ça démontre deux cas typiques, en fait, sur lesquels, dont une qu'on fait la réponse aux incidents assez relativement souvent, et puis qu'on voit également que c'est près de 50% des entreprises du marché qui veulent avoir une belle proactivité, mais cependant, il manque un peu d'expertise pour la gestion des outils. Puis, le deuxième cas, ben, c'est un cas qui pourrait arriver à n'importe quelle entreprise. Donc, tout le monde envoie des CV. Puis, ben, c'est des cas que si vous n'avez pas nécessairement vu des types d'attaques de ce type-là, c'est un peu difficile à les contrecarrer ou les repérer directement, et surtout si on a une surveillance qui est dite ad hoc. Donc, l'importance d'avoir une expertise derrière. Merci, Karim. Quand on parle en fait des orientations stratégiques pour 2025, donc la première chose qu'il faut regarder et prendre en considération, c'est premièrement, il faut choisir le bon partenaire de cybersécurité, c'est primordial, surtout quand on parle du secteur manufacturier, dans un contexte où les cybermenaces se multiplient, où les infrastructures industrielles reposent souvent sur des technologies critiques. Choisir le bon partenaire de cybersécurité, c'est plus une option, mais une nécessité stratégique. Donc, on sait que le secteur est particulièrement vulnérable. Il combine des environnements IT complexes, donc souvent hétérogènes et vieillissants, où une faille peut avoir des conséquences qui sont majeures. Donc, on parle de reproduction, vol de propriété intellectuelle, atteinte à la réputation, voire des pertes financières aussi significatives. Donc, avoir un partenaire de cybersécurité qui est compétent doit non seulement comprendre les enjeux, mais aussi avoir une expertise qui est éprouvée dans les deux environnements industriels pour vous permettre d'avoir une approche 360 degrés. Donc, au-delà des compétences techniques, le bon partenaire doit également aussi agir comme conseiller stratégique, donc capable d'évaluer les risques propres à chaque organisation et aussi comprendre les risques qui sont toujours en mainte évolution pour ce qui concerne ce secteur précisément. Puis, c'est plutôt en but également de proposer des solutions qui sont adaptées, plutôt que des solutions qui sont génériques, qui ne peuvent pas nécessairement s'appliquer, surtout quand on parle de réseau OT, par exemple. Et d'accompagner aussi également, d'avoir une compréhension de c'est quoi la transformation numérique pour assurer la résilience des opérations et mettre en place des stratégies pour s'assurer que le projet soit une réussite. Opter pour un partenaire aussi également qui est indépendant. Donc, je l'explique. Donc, qui n'est pas guidé par des alliances qui sont commerciales, mais par une analyse objective des meilleures technologies. Ça permet également d'assurer des recommandations qui servent les besoins réels de l'entreprise. Ou encore, je réitère que parfois, on peut avoir certains systèmes d'exploitation à l'interne, mais pas prêt d'échanger. Ce n'est pas toutes les technologies ou les technologies de cybersécurité qui peuvent répondre à tous les systèmes d'exploitation sous un seul et unique toit. Donc, on doit mettre des stratégies en place. On doit faire un choix aussi également qui correspond bel et bien à notre architecture et non juste avoir une proposition qui se dit plus généraliste parce que notre répartiteur TI, par exemple, peut avoir des partenariats avec certaines entités technologiques. Donc, il faut juste comprendre que le bon partenaire en cybersécurité, ça aide à naviguer dans la complexité du paysage numérique, tout en protégeant ce qui compte le plus, donc la continuité des opérations et innovation industrielle, la confiance des clients, des partenaires, qui vous permet d'avoir une gestion sous une seule et unique entité, ce qui facilite aussi également et réduit les coûts également à long terme. Donc, notamment aussi, il y a des stratégies concrètes en place pour 2025. Donc, en fait, on a certaines stratégies qui se sont plus générales, mais cependant, on va voir les top 10 des choses à mettre en place par la suite. Donc, en premier lieu, on parle d'une stratégie de l'évaluation rigoureuse des risques. Donc, c'est important d'être en mesure de bien comprendre c'est quoi les risques qui sont sujets à notre organisation, puis aussi de faire l'exercice plus qu'une fois au sein de l'année, parce que des vulnérabilités peuvent changer, il y a également aussi de nouvelles types d'attaques qui peuvent survenir. Donc, c'est important d'être en mainte analyse faite des risques qui peuvent faire face à notre organisation. On a aussi la sécurisation des accès. Donc, souvent, quand on parle de transformation numérique, on peut voir des accès se créer, mais il faut aussi s'assurer pour éviter certains risques de cybersécurité, si la personne n'a plus besoin de certains accès, de les fermer, d'avoir une politique aussi également qui englobe cette gestion d'accès en tant que telle. Donc, on voit aussi la correction proactive des vulnérabilités. Donc, on ne le réitère pas assez, comme quoi que les entreprises, vous avez des vieux systèmes, il y a toujours des nouvelles vulnérabilités qui font face sur le marché. Donc, nous, souvent, dans la réponse aux incidents, on voit des entreprises qui, malheureusement, se font hacker parce qu'il n'y a pas une patch qui a été effectuée. Puis, ça fait un peu mal, une entreprise, quand on sait que c'est une question de temps. Et puis, s'il y avait vraiment une politique qui avait été mise en place ou une stratégie par rapport à la gestion des vulnérabilités, mais peut-être la cyberattaque n'aurait pas eu lieu.
Il y a également aussi la surveillance continue des réseaux. Donc, comme on a vu un peu plus tôt, un certain cas, donc on peut avoir des technologies en place, on veut regarder en fait de méthodes ad hoc, mais parfois il y a certaines choses qui peuvent nous échapper et puis d'avoir une expertise en fait qui a l'habitude, qui comprend les réseaux manufacturiers, qui sont toujours à l'affût aussi des nouvelles types d'attaques qui visent le secteur, mais ça l'aide à être en mode proactif et d'éviter que le pire arrive. Puis, on a également aussi un développement d'une culture de cybersécurité. Donc, notamment aussi la formalisation, les sensibilisations des équipes IT-OT. Chacun a leur propre top 3 des risques, en fait, sur lesquels ils veulent se jeter. Donc, les deux ont des besoins qui sont très différents. Puis aussi la compréhension de chacun des niveaux de maturité. Il faut s'assurer d'avoir une bonne sensibilisation qui va plus loin que les solutions qu'on voit sur le marché, sur lesquelles on déroule de simples diapositives. Donc, il faut aller un peu plus loin puis avoir divers types de formations parce que la cybersécurité, c'est la connaissance de l'entreprise au complet. Ce n'est pas juste seulement certaines équipes qui travaillent en silo, chacun de leur côté. Donc, un peu plus en détail pour savoir au niveau des top 10 des pratiques en cybersécurité. Donc, les top 10 que Karim va vous énumérer, c'est juste pour vous mettre en lumière, en fait, qu'est-ce que nous, on considère que vous devez avoir comme base minimale. Puis également, on prendre en considération aussi qu'en mettant en place ce genre de pratique également, bien, ça vous permet de, lorsque vous avez certaines obligations en matière de cybersécurité, bien, de cocher certaines cases lorsqu'il est venu. Donc, toujours en mode proactif. Donc, Karim, je ne sais pas si tu pourrais passer, en fait, les différentes pratiques ici. OK, merci Karine. En fait, je pense à un scénario qui arrivait dans une organisation qui s'est fait pirater et tout. En fait, globalement, la compagnie a développé une nouvelle application. Dans le cadre du projet, ils ont décidé de mettre l'application en production. C'était un jeudi. Ils l'ont mis en production. Puis, avant de le mettre en production, ils se sont rendus compte que l'antivirus sur l'ordinateur et l'antivirus n'étaient pas sur la machine. Donc, ils ont appelé le fournisseur. Puis, il se trouvait qu'il fallait rentrer dans une chaîne d'approvisionnement, il fallait remplir des formulaires et tout. Et puis, ils se sont dit, c'est pas grave, on a promis d'aller en production très rapidement et tout. Et puis, c'est le jour J, c'est déjà trop tard. On laisse la machine en production, puis, soit le vendredi, on le règle, ou lundi, on trouve le moyen de régler, puis on installe l'antivirus, ça va bien aller. Puis, malheureusement, cette compagnie-là, pendant le week-end, ils se sont fait pirater. Puis, on a été appelé ensuite à les aider lundi, en matinée. Beaucoup de dégâts dans l'organisation. Quand on est arrivé sur le terrain, qu'on a commencé à faire les investigations, ils se sont posé la question à savoir, mais comment ça se fait qu'une machine qui a été mise en production le jeudi se fait hacker pendant le week-end? Et pour eux, c'était quelque chose qui était incroyable, ce n'était pas possible. Puis, le premier doute, la première chose qu'ils ont fait, c'est de commencer à douter, à se demander, est-ce que ce n'est pas un concurrent qui essaie de les pirater? Est-ce que ça ne vient pas de l'intérêt de l'organisation? Tout ça, ça montre à quel point aujourd'hui la compréhension de l'écosystème du piratage est méconnue dans certaines organisations. En réalité, aujourd'hui, la plupart des attaques ne sont pas lancées par des humains, ce sont des robots qui vous attaquent. Lorsque vous mettez n'importe quel serveur en ligne, aujourd'hui sur Internet, entre 4 et 5 minutes, vous commencez à voir les premières attaques qui commencent à cibler l'ordinateur en question. Donc, si vous mettez un serveur en production le jeudi et que vous ne vous assurez pas que le serveur est bien protégé, si vous attendez pendant le week-end, ça peut être tard. Donc, aujourd'hui, la plupart des attaques sont lancées par des robots qui vont scanner Internet 24 heures sur 24 à la recherche de vulnérabilité. Dès qu'ils tombent sur un système qui est vulnérable, ils prennent le contrôle du système, puis ils donnent ensuite la main à quelqu'un qui reçoit juste un petit message qui lui dit ben, tel serveur est contrôlé. Et c'est à partir de ce moment-là que la personne, le pirate, lui, il rentre en ligne de compte, il se connecte à la machine, il commence à fouiner dans votre réseau pour savoir, pour identifier quelles sont les machines qui sont pertinentes pour vous, quelles sont les machines importantes, et ensuite il va vous les chiffrer par un ransomware. Donc, la bonne chose à faire aujourd'hui, au regard de notre longue expérience en matière de réponse aux incidents, c'est il faut que vous commencez par identifier quels sont les principaux risques de cybersécurité qui ciblent votre organisation. Et si vous avez ne serait-ce que juste de considérer les risques de ransomware, les risques d'hameçonnage, les risques d'exfiltration de données, les risques de vol de propriété intellectuelle, de concentrer sur les principaux risques et ensuite de se poser la question à savoir quelles sont les mesures que vous pouvez mettre en place pour traiter ces différents risques-là. Si vous faites ça déjà, juste le top 10 de vos risques, vous venez fortement de gagner en termes de renforcement de votre cybersécurité. Évidemment, une fois que vous connaissez les risques, il faut que vous assurez de les corriger. Donc, deuxième chose qui est très importante, c'est la segmentation de votre réseau parce que souvent, vous avez des serveurs exposés sur Internet. Le pirate prend le contrôle du serveur, il rentre dans le réseau et puis là, il se retrouve d'un bar ouvert, tout simplement parce qu'il n'y a aucune mesure qui permet de ralentir le pirate. Donc, la bonne pratique ici, c'est de considérer votre réseau comme étant un château qui va être convoité par des pirates parce que c'est ça la réalité. Donc, vous devez faire en sorte que chaque fois que le pirate
est quelque part dans votre réseau, il soit ralenti pour de telle sorte qu'il ne puisse pas avancer sur toutes les autres machines de votre réseau. Donc, pour cela, on va créer des zones. C'est ce qu'on va appeler la segmentation. On va voir la zone des serveurs qui sont accessibles sur Internet. Si le pirate arrive à rentrer dans cette zone-là pour diverses raisons, ben, il va avoir des règles très strictes qui vont l'empêcher de sortir de là et ensuite aller dans certaines zones qui sont des zones de production. Donc, il faut segmenter votre réseau en plusieurs zones, puis de créer des fils de telle sorte que lorsqu'on est dans une zone, pour aller dans une autre, il faut que exclusivement le pirate puisse savoir exactement quels sont les ports, les protocoles qui sont autorisés. Ça va limiter ce qu'on va appeler votre surface d'attaque. Je disais aussi, dans beaucoup de cas de ransomware qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, la plupart du temps, l'attaque va arriver par l'extérieur. Ça va être une brute force, soit sur le serveur VPN ou le serveur RDP ou des serveurs qui permettent de faire l'accès à distance. Puis la majeure partie du temps, les organisations n'ont pas d'authentification multifacteur ou ils l'ont partiellement pour certaines personnes, mais pas pour toute l'organisation. Puis le pirate, il essaie encore et encore, et puis à un moment donné, son attaque aboutit, il prend le contrôle de votre réseau. Aussi, la sauvegarde. C'est bien, toujours bien de prendre des sauvegardes. Il faut toujours avoir une copie des sauvegardes en ligne, une autre copie offline et idéalement avoir une autre copie dans le cloud. Il est très important lorsque vous déployez votre serveur de sauvegarde de vous assurer que le serveur n'est pas dans le domaine. Très important parce que la plupart du temps, lorsque le pirate prend le contrôle de votre réseau, il sait très bien que vous avez un serveur de sauvegarde. Il sait que s'il ne touche pas au serveur de sauvegarde, peut-être que vous allez avoir la possibilité de les restaurer. Donc, quand il est dans le réseau, l'une des premières cibles qu'il essaie de trouver, c'est votre serveur de sauvegarde. Il va le voir très facilement parce qu'il suffit qu'il scanne le réseau, il va découvrir les ports, il se rend compte que vous avez un serveur Vim, vous avez un serveur de tel genre, puis il prend le contrôle s'il a un compte administrateur, il se connecte sur le serveur de sauvegarde et il détruit toutes vos données. Donc, si vous n'avez pas de données, pour lui, c'est une bonne nouvelle parce qu'il sait que vous allez être obligé de négocier avec lui. Donc, il faut toujours prendre les sauvegardes. Malheureusement, dans les organisations, on a l'impression que c'est très, très difficile, la gestion des sauvegardes. Souvent, on prend des copies, mais on ne les teste jamais. Mais il est toujours important, une fois par année, de s'arrêter et puis de se dire, c'est le moment. On va tester la restauration de sauvegarde pour s'assurer qu'en cas de besoin, vous allez être capable de pouvoir les récupérer. Puis aussi, le plan de réponse aux incidents, très important. J'aime bien le dire. Mike Tyson a dit quelque chose que moi j'adore. Il disait, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se prenne un coup de poing dans la face. La réalité des organisations, c'est ça. Lorsque vous n'êtes pas prêt en matière de réponse aux incidents, si vous avez votre plan de réponse aux incidents dans la tête, le jour que vous allez avoir un cas extrême, un cas de ransomware, vous allez être tellement choqué que vous n'allez même plus vous rappeler de votre plan de réponse aux incidents. Donc, il faut avoir un plan, il faut faire des simulations régulières, de telle sorte que le jour que vous avez un problème, un cas d'incident, vous avez un sentiment de déjà-vu parce que vous êtes prêt, vous connaissez toutes les différentes étapes, puis c'est ce qui va vous permettre de réagir très rapidement pour circonscrire l'incident et éviter qu'il y ait beaucoup d'impact. Autre chose aussi que vous devez prendre en compte aussi, c'est la gestion de vulnérabilité parce que la plupart du temps, les systèmes, surtout dans le domaine manufacturier, on a des serveurs qui sont déployés, puis il n'y a pas de gestion de vulnérabilité. Après 1 ou 2 ans plus tard, on a des vulnérabilités qui sont critiques sur les machines, qui peuvent être exploitées à distance. Donc, il faut que vous ayez un plan en matière de gestion de vulnérabilité. Globalement, on fait des scans de vulnérabilité régulièrement. On identifie les principaux risques dans votre organisation, puis on s'assure de les corriger en continu, parce que si vous ne les corrigez pas, malheureusement, le pirate pourra les exploiter. Aussi, la surveillance 24 heures sur 24 de la sécurité de votre réseau. Donc, je disais, les pirates, aujourd'hui, la plupart des piratages se font via des robots qui scannent Internet 24 heures sur 24. Ils essaient d'exploiter vos failles pour entrer dans votre réseau. Les robots en question ne prennent pas de vacances, ils ne prennent pas de week-end. Donc, vous avez intérêt à surveiller la sécurité de votre réseau 24 heures sur 24, puis à isoler tous les événements pertinents, tout ce qui vous semble douteux. Il faut les isoler, les analyser en profondeur, puis les prendre en charge pour éviter que finalement ça se transforme en problème. Aussi, avoir un plan de continuité des opérations est très important. Je parlais tout à l'heure du cas d'une compagnie manufacturière qui a dû sortir les crayons et les cahiers pour prendre des commandes et tout. Il faut que vous ayez un plan de continuité des opérations qui, globalement, va décrire, dans les cas extrêmes, lorsque votre système tombe en panne, quelles sont les mesures de continuité d'opération que vous devez utiliser pour continuer à opérer en attendant que le système revienne en production. Si c'est bien documenté et puis que vous êtes entraîné à pouvoir agir, ça va être efficace. Si vous n'avez rien en place, en cas de problème, vous allez devoir tâtonner. Et puis, plus vous tâtonnez, plus vous paraissez mal, plus vous allez être lent dans votre stratégie de retour en production et puis plus il va y avoir des impacts aussi. Puis aussi, appliquer aussi ce qu'on appelle la stratégie de défense en profondeur. Hein, c'est déployer plusieurs couches de sécurité. On va avoir des EDR ou des antivirus sur les machines. Au niveau du périmètre de réseau, on va avoir un système de détection, prévention d'intrusion. Puis, on va faire de la surveillance. Puis, chaque fois que vous avez un cas qui vous semble douteux, il faut le corriger. Sinon, malheureusement, ça peut devenir un problème. Aussi, élément important, c'est la sensibilisation des utilisateurs parce qu'on voit aussi aujourd'hui que beaucoup d'attaques s'appuient aussi sur les courriels. Hein.
Donc, les utilisateurs vont recevoir un courriel d'hameçonnage sur lequel quelqu'un, malheureusement, va cliquer. Puis, en réalité, quand on fait les campagnes d'hameçonnage, par exemple, et puis qu'on a l'impression qu'on a 3 personnes qui cliquent dans une organisation de 100 employés, on est content, on pense que c'est un beau score, mais la réalité, c'est que les pirates cherchent juste un seul clic là. Si vous en avez un seul qui clique, malheureusement, ça va se transformer en problème. Donc, il faut sensibiliser régulièrement vos utilisateurs sur les défis de sécurité pour que leur niveau de vigilance soit augmenté. Aussi, la stratégie anti-ransomware, c'est quelque chose que vous devez avoir aujourd'hui, hein, très, très important, parce que les ransomware vont être le risque qui vont vous impacter le plus. Donc, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour vous protéger contre les ransomware? Puis, on s'attend à avoir les sauvegardes, tester les sauvegardes régulièrement. On s'attend à avoir des EDR, on s'attend à avoir la surveillance de la sécurité du réseau. Il faut un plan, incluant le plan de réponse aux incidents avec des étapes claires qui vous permettent de gérer les cas d'incident, confinement de l'incident, qu'est-ce que je mets en place pour isoler l'incident, éradication, qu'est-ce que je fais pour l'éliminer, ainsi de suite. Puis vous préparez, vous entraînez régulièrement pour que vous soyez prêt lorsque la situation va se présenter, parce que quoi que vous fassiez, un jour ou l'autre, vous allez vivre un cas d'incident. Puis la différence lorsque vous avez un cas, c'est est-ce que je suis prêt ou est-ce que je ne suis pas prêt. Donc, pour les prochaines étapes, en fait, pour une entreprise en tant que telle, si on avait une conclusion, Karim, en général, là, sur les premières étapes suite à ce webinaire, c'est quoi que les entreprises devraient commencer à regarder en matière de cybersécurité, surtout s'ils n'ont pas nécessairement d'investissement ou en tant que tel ou de choses qu'ils ont mis en place, ou même s'ils ont mis certaines choses en place, c'est quoi les prochaines étapes à regarder en termes de bonnes pratiques? Ben, moi, je pense que les compagnies dans le domaine manufacturier doivent considérer aujourd'hui qu'ils sont une cible qui est prioritaire. Puis, une fois qu'on accepte ça, on en fait le deuil, on pense que la sécurité absolue, on ne va pas l'avoir. C'est de se dire maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me renforcer ma sécurité, pour me mettre à l'abri. Donc, on commence par identifier les risques de sécurité. Une fois qu'on connaît ces risques, on se dit top 10 maximum là. Voici les risques que j'ai. Puis pour chacun de ces risques, on identifie quelles sont les mesures qui sont nécessaires pour pouvoir les contrecarrer et on s'assure de mettre en place les risques en question. Puis vous devez considérer aujourd'hui que les attaques sont là pour rester, ça fait partie de la réalité d'aujourd'hui. Donc, il faut que vous surveillez 24 heures sur 24 la sécurité de votre réseau, parce que si vous ne surveillez pas pendant le week-end ou en soirée, pendant que vous n'êtes pas en train de surveiller la sécurité, le pirate malheureusement est en train de vous attaquer et puis au final, ça pourra aboutir à une compromission. Également aussi au niveau des certifications, donc ça fait que commencer en tant que tel. Donc, beaucoup d'entreprises me disent je ne vais pas être en mode proactif nécessairement ou peu importe, parce que je n'ai pas d'obligation. Donc, cependant, mettre des quick wins, dont la liste des 10 principales choses à mettre en place. Donc, ça vous permet quand même de répondre à plusieurs types de certifications en même temps. Puis, ça vous permet d'augmenter aussi votre niveau de maturité. Donc, à comprendre aussi également où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, donc en effectuant un audit pour comprendre votre position. Donc, où est-ce que vous positionnez? Ce serait quoi qu'il faudrait mettre en place ultérieurement, qui est propre à votre organisation. Donc, ça vous permet de prioriser les actions à mener, également aussi gérer la gestion du budget. Donc, vous pouvez faire un exercice financier avec une entreprise en cybersécurité qui est vraiment spécialisée dans votre domaine, qui peut vous guider à savoir combien ça peut vous coûter lorsque vous avez déjà un audit de préétabli. C'est plus facile à gérer. Puis de construire autour de ça une stratégie, en fait, qui est solide pour s'assurer que ça répond à vos besoins de votre organisation et non un cadre qui est généraliste. Donc, je ne sais pas s'il y avait en fait des questions. Donc, il n'y a pas de questions dans le chat, mais cependant, je vous invite à lever la main si vous avez certaines questions précises. Donc, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Si vous préférez écrire, vous pouvez écrire, ou sinon, vous pouvez lever la main tout simplement, puis on va pouvoir vous donner la parole. S'il n'y a pas de questions présentement, nous, on a certaines questions, en fait, qui nous reviennent les plus souvent auprès de nos clients. Et puis, je pense que ça serait quand même pertinent de vous les partager. Donc, en fait, on a certaines questions qui nous reviennent, comme, par exemple, quelles certifications ou cadres de cybersécurité qui sont les plus pertinentes pour des entreprises manufacturières dans notre secteur? Donc, Karim, est-ce que tu pourrais donner un petit indicatif par rapport à ça? Ben, je dirais ici qu'en fait, sécuriser les réseaux OT et les réseaux TI ne se font pas de la même manière. Donc, il y a des cadres de gouvernance, de gestion qui sont complètement différents. Pour, par exemple, la partie TI, on va parler de ISO 27001, SOC 2, CMMC pour les compagnies qui sont dans la défense, ou CPCSC pour la défense canadienne. Mais pour la partie OT, il y a une norme de référence qui existe qui s'appelle IEC 62443. Donc, globalement, le contexte des technologies d'opération, c'est que souvent, ça va être des systèmes qu'on va déployer qui ont une durée de vie qui est très longue, on parle de 20 ans, 30 ans et tout. Puis, lorsqu'on les déploie, tant que ça fonctionne, on ne les touche pas. Donc, c'est des systèmes qui finissent par être vulnérables, qui ont plein de failles de sécurité, mais vous êtes quand même obligé de faire avec.
Donc, sécuriser ce type d'environnement amène une certaine réflexion, un paradigme qui est complètement différent de d'autres machines IT qu'on peut patcher au quotidien. Donc, dans ce genre de scénario, ce que USS 64K3 va préconiser, c'est de faire beaucoup de segmentation de réseau. On va isoler idéalement, on va faire des air gap, donc on va isoler complètement l'environnement si c'est possible. Sinon, on va l'interconnecter avec les TI, mais on va créer des zones qu'on va appeler des DMZ dans lesquelles on va installer le système. On va mettre en place des règles de filtrage très, très strictes qui vont faire en sorte que le trafic ne va pas pouvoir sortir de manière non autorisée. Puis évidemment, on va mettre en place des mesures de surveillance 24 heures sur 24 de ce type d'environnement pour éviter qu'une attaque qui passe par les OT puisse, par exemple, s'escalader et puis finalement se retrouver dans la partie des TI. Donc, je dirais ici, c'est vraiment 64K3 pour tout ce qui est OT, puis tout ce qui est IT, ben, on a divers cas de gouvernance pour ça. Également, ce qui est intéressant avec la 62K3, c'est que ça regroupe en fait les deux approches différentes pour regrouper les IT et les OT, pour avoir une gestion quand même de la cybersécurité, mais qui répondent également aux besoins OT, chose qu'on ne voit pas dans les certifications IT régulières. Puis aussi, la ISC 62K3 n'est pas nécessairement une obligation présentement, mais c'est un bon cadre de référence. Puis la révision, je pense, a été en fin 2024 pour la finalité. L'ancienne révision est en 2013. Donc, la dernière révision s'est faite en 2024 et entrée en vigueur depuis février 2025. Donc, c'est vraiment propre pour répondre au type de cyberattaques qu'on voit présentement pour les secteurs manufacturiers et infrastructures critiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc, sinon, on en a une deuxième aussi également, souvent qui nous revient beaucoup. Donc, quels outils et technologies spécifiques recommandez-vous? Attendez, ici, on a une petite question. On va passer la question aussi en premier lieu. Donc, Yvan, est-ce qu'il y a des stratégies de cybersécurité appliquées dans le contexte de DevOps? Ben, en fait, en termes de développement d'applications et tout, DevOps, les règles de sécurité de base que vous devez appliquer, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le top 10, le top 10 OWASP. Globalement, il y a une organisation internationale qui s'appelle OWASP qui a édicté les bonnes pratiques de sécurité à appliquer lorsqu'on est dans un contexte de développement d'applications web. Donc, les top 10 des risques, des failles que les pirates essaient d'exploiter chaque année. Donc, vous devez développer votre application, vos systèmes en tenant compte de ces risques-là. On parle par exemple d'injection de code, contrôle d'accès qui est déficient, mauvaise gestion des messages d'erreur, ce genre de cas. Si vous en tenez compte dans les bonnes pratiques, le guide est disponible sur le site de OWASP, vous pouvez le télécharger gratuitement. Si vous appliquez ces règles lors de votre sécurité, au final, vous allez vous retrouver avec une application qui est beaucoup plus sécuritaire. Puis donc, lorsque les pirates essaient de l'exploiter, ben, à partir du moment où vous avez les mesures en place, vous allez réduire fortement le risque d'exploitation de ces applications-là. Deux autres éléments qui peuvent venir en complément, c'est la revue de code source. Globalement, lorsque vous créez votre application, il est fortement recommandé, même si ce n'est pas obligatoire, de faire une analyse de votre code source pour déterminer est-ce que quelque part il y a des failles qui sont dans votre application. Parce que souvent, on le voit, vous avez souvent des développeurs qui vont mettre des commentaires dans le code et puis dans le commentaire, on voit un nom utilisateur et un mot de passe qui permet de se connecter à une base de données quelconque. Et puis, il suffit que quelqu'un de malicieux ait accès au code source, ben, il pourra avoir cette partie-là. Puis enfin, les tests d'intrusion. Donc, on va faire des tests d'intrusion régulièrement aussi sur les applications, de telle sorte que lorsque vous avez des vulnérabilités, ben, on puisse les identifier et les corriger pour éviter que quelqu'un de malicieux puisse l'exploiter. J'espère que ça répond à votre question, Yvan. Super. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut en passer quand même une dernière. Il nous reste 3 minutes. Donc, une autre question qui nous revient quand même assez souvent, c'est quel outil et technologie spécifique qu'on peut recommandez-vous pour protéger nos infrastructures vieillissantes sans devoir remplacer complètement? Donc, est-ce qu'il y a des stratégies à mettre en place autres que des technologies ou peu importe comment on fonctionne auprès de nos clients? OK. Ben ici, je dirais, en fait, j'en reviens toujours à la question des risques de sécurité. Supposons dans le contexte, on a une compagnie manufacturière avec des systèmes qui sont désuets, des systèmes Windows XP. On en a d'ailleurs vu certains systèmes Windows 2000 et autres, sur lesquels malheureusement, il n'existe pas d'outils de sécurité dans certains cas. On ne peut pas avoir d'antivirus aujourd'hui récent qui peut s'installer sur les systèmes XP. À partir du moment où ces risques-là sont connus, ben vous devez vous demander est-ce que je peux mettre autour de ces systèmes-là des mesures compensatoires qui peuvent nous permettre d'aller avoir le même niveau de sécurité, même si au final, ben, le système lui-même, il n'est pas sécurisé. Donc, on va, par exemple, appliquer une stratégie de défense en profondeur. On va segmenter les systèmes en question. On va déployer au niveau du périmètre des réseaux un système de détection, prévention d'intrusion qui va analyser 24 heures sur 24 tout le trafic qui rentre et sort de la zone en question, puis pour détecter tout trafic qui semble anormal, puis l'isoler, l'éradiquer pour éviter que ça se transforme en problème. Donc, je dirais ici que lorsqu'on n'a pas de système vieillissant,
la plupart du temps, c'est autour du système qu'il faut mettre en place des mesures supplémentaires pour être en mesure de la protéger, même si quelque part, on sait qu'elle a des failles qui peuvent être exploitées. Puis évidemment, à la fin, surveillant de la sécurité 24 heures sur 24 et tout, pour pouvoir détecter les problèmes et les contrecarrer en temps réel, je dirais. Super, merci beaucoup. Donc, en fait, il reste 1 minute à la présentation. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, en fait, on vous remercie d'avoir assisté au webinaire et puis on va pouvoir avoir également aussi la réécoute si vous désirez la recevoir. Vous pouvez toujours écrire, en fait, à l'adresse courriel qui est indiquée ici à info@streamscan.ai. Puis, ça va nous faire plaisir de vous repartager la séance aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tous et puis on vous souhaite une excellente journée.